Le travail sur Kafka, qui dure depuis maintenant près de 4 ans, a pour origine en fait une demande de l'écrivain Gérard-Georges Lemaire, qui m'a proposé de faire partie d'une exposition sur Kafka. Il se trouve que j'avais commencé déjà la lecture de Kafka et ça me semblait quelque chose d'assez extraordinaire, assez, tout à la fois inquiétant et enthousiasmant. Ça peut paraître surprenant, mais même devant la loi me paraît être un texte plein d'énergie, puisque en fait, à la fin, la conclusion c'est on s'obstine à vouloir passer toujours par le même endroit, ça sera toujours bouché, donc on trouve un autre lieu, on trouve un autre espace et on fait autrement. Tout le travail de Kafka s'est organisé d'abord à partir d'un film, description d'un combat, et de ce film, tout a découlé. Aussi bien l'idée de théâtraliser le travail, que l'idée du récit, que l'idée de la série, que l'idée d'incorporer le texte ou des fragments de texte dans l'image. Je ne me pose pas la question de savoir si ce travail est orthodoxe ou pas, si je peins ou si je peins pas, si le travail numérique est artistique. Ça, c'est vraiment pas mon propos. J'ai souvent cité cette phrase que je trouve parfaite de John Cage, à qui on reprochait un jour à l'issue d'un concert. Quelqu'un lui dit: ce que vous faites, j'appelle pas ça de la musique. Il a répondu: moi non plus, mais j'ai essayé de l'appeler peinture et ça l'est encore beaucoup moins bien. Donc le problème est définitivement réglé. Je ne me soucie pas de savoir à quoi ça appartient. C'est vrai qu'il y a quand même une différence entre le geste pictural lui-même et le geste sur la palette graphique. C'est vrai que dans le travail pictural, il y a une part d'aléatoire peut-être plus grande, mais je ne pense pas que ce soit déterminant. Dans le travail de peinture, il y a un propos, une volonté, et donc c'est un travail quand même qui est lui aussi tout aussi concerté, tout aussi élaboré et voulu que le travail de photographie ou le travail sur l'ordinateur. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'utiliser tous les outils pour peu qu'ils soient cohérents et pertinents par rapport aux propos, par rapport au thème. Bien, ben voilà. Salvador Puig Antich, catalan, membre du MIL. Il est blessé, capturé, accusé d'avoir tué un policier. Il est condamné au garrot et meurt étranglé le 2 mars 1974 à l'âge de 25 ans. Le chevalier de la barre, à l'âge de 19 ans, pour n'avoir pas salué une procession, il fut condamné à la question ordinaire et extraordinaire. On lui coupa le poignet droit, puis il eut la langue arrachée, fut décapité et brûlé à Albertville le 1er juillet 1766. L'issue du procès, ça c'est un travail qui m'a
pris beaucoup de temps et qui m'a énormément fait réfléchir. J'y tenais depuis pas mal de mois sans arriver à trouver la façon de le réaliser. Et puis, j'ai demandé à des amis, j'ai envoyé je ne sais plus combien de dizaines de mails en demandant à tous les amis de me citer des noms de personnages qui avaient été particulièrement victimes de ce qu'on appelle en gros la raison d'État, des dénis de justice. Alors j'ai reçu pas mal de réponses et j'ai commencé à faire une recherche de documentation visuelle. Et à ma grande surprise, très très difficile de trouver des documents sur la plupart de ces gens-là. Ou alors c'était des petits documents en noir et blanc, mais de qualité très médiocre, dans des ouvrages. Bref, impossible de m'y retrouver. Alors est arrivé à ce moment-là une image, un petit document que quelqu'un m'a envoyé sur Galilée, en me disant « mais tu devrais aller sur Internet, tu trouveras tout ce qu'il te faut sur Galilée ». Alors je suis allé sur Internet, j'ai trouvé effectivement toute une série d'illustrations, et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose pour les autres? J'ai trouvé des documents et petit à petit, j'ai rassemblé tout ça. Mais me manquait l'idée maîtresse. Comment faire apparaître ces gens-là? Et puis, en repensant à Sophie Scholl, qui avait été donc décapitée à la hache par les nazis, je me suis dit, c'est sur la lame d'un couteau ou sur une lame qu'il faut que ces gens-là apparaissent. Donc j'ai commencé à chercher des couteaux. Je suis allé chez le boucher à Balma. Je suis allé voir une grande quincaillerie à Toulouse où j'expliquais mon projet. Et là, on m'a dit, pas de problème, photographier. Donc on m'a ouvert toutes les vitrines. J'ai pu prendre tous les couteaux que je voulais, les photographier. Et voilà déjà une première partie du travail de collectage. Donc le couteau, la photographie du personnage trouvée sur Internet, un court texte le concernant, l'adresse Internet, le mur qui s'écroule, et il manquait une chose, les personnages menaçants. Les gens de la Gestapo étaient toujours par deux, donc j'ai imaginé deux personnages que je joue, alors transformés, etc., habillés, transformés aussi par le jeu de l'outil informatique. Et comme je le dis dans le petit texte qui accompagne, je me suis inspiré pour l'attitude et pour la tenue de tyrans ayant fait leurs preuves. Et comme ça ne manque pas, donc il était assez facile de trouver un costume qui n'est pas non plus daté, mais qui peut être quelque chose appartenant à ces personnages inquiétants qu'on connaît tous malheureusement depuis une certaine époque et depuis que les différents documents historiques nous les ont montrés. Une sentinelle se tient postée devant la loi. Un homme vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer. Mais la sentinelle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser entrer en ce moment. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard. « C'est possible, » dit la sentinelle, « mais pas maintenant. » La sentinelle s'efface devant la porte ouverte comme toujours et l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. La sentinelle, le voyant faire, rit et dit « Si tu en as tant envie, essaye donc d'entrer malgré ma défense, mais dis-toi bien que je suis puissant. Et je ne suis que la dernière des sentinelles. » Si je parle plus précisément de la série Devant la loi, le récit est extrêmement complexe, bien que très court. C'est une des nouvelles les plus courtes de Kafka, ça fait 2 pages et demie, je crois. Dedans, on dit que ce château terrible, ce palais de justice, on ne sait pas trop, ce lieu où, en tout cas, on vient consulter la loi, ce lieu est très difficile d'accès et de toute façon, franchir la première porte, ce qui est déjà impossible, ne servirait pas à grand-chose puisqu'il y a derrière une multitude d'autres portes encore plus inaccessibles, commandées par des gardiens encore plus terribles et ayant encore plus d'autorité que le premier. Donc ça, c'est quelque chose, c'est cette idée d'enfermement, de labyrinthe, de voies sans issue. Et pour le rendre, alors l'idée m'est venue de faire que la grande porte du début s'entrouvre légèrement, celle qui le perçoit au loin, le paysan quand il arrive au loin, elle est toute fermée.
Et puis elle s'en trouve quand il s'en approche, mais il jette un coup d'œil et il aperçoit au fond une autre porte. Et au fur et à mesure que le récit avance, cette porte change. J'ai photographié dans Toulouse, je ne sais pas combien de dizaines de portes, et j'ai inclus à chaque fois une porte nouvelle. Mais comme la couleur est la même, ou à peu de choses près, ça varie très peu, la proportion, le dessin, tout est presque pareil, ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas quand ça change. Et puis tout d'un coup, on revient à une image avant, ah ben oui, c'est pas la même porte, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout est fait pour que les choses se transforment à notre insu, en quelque sorte, à notre insu. Et puis on s'aperçoit aussi que petit à petit, les personnages qui au début sont, on va dire, normaux, hein, si tant est qu'on puisse être normal dans un récit de Kafka, ces personnages vont s'abîmer. C'est-à-dire qu'ils vont se partager, avoir deux bras, le gardien à un moment donné, la tête est détachée du corps parce qu'il est encore plus comme ça, penché sur le malheureux homme qui essaye de passer, etc., etc. Donc c'est tout ça, cette idée de du sens caché et de l'image qui change à tout instant et à tout endroit, mais sans qu'on sache exactement ce qui a changé quand on passe d'une image à une autre. Et puis alors, il y a évidemment l'arrivée du texte, le texte qui est si important, qui n'apparaît qu'à la 7e image, de façon à ce que les gens soient habitués, les spectateurs soient habitués au rythme des images, sans texte, et passent la 7e sans voir le texte, arrivent à la 8e, s'aperçoivent qu'il y a du texte, ou la 9e, revient en arrière, et soient obligés constamment de se reposer la question, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus pour longtemps à vivre désormais. Avant sa mort, tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée. Ne pouvant redresser son corps raidi, il fait signe au gardien de venir. Le gardien voit que l'homme est sur sa faim, et pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l'oreille. Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant je pars et je ferme.